précisément la couverture santé universelle. Mais pas seulement, on doit aller davantage pour parler des investissements. Il faut faire les routes, il faut régler des problèmes de fond, au-delà des problèmes sociaux d'ailleurs, qui font l'objet des discussions maintenant entre le gouvernement et les différents corps sociaux. Mais nous pensons que comme c'est les peuples qui au centre d'action, avec les parlementaires, on s'accorde. Qu'est-ce que ce peuple-là peut espérer? Merci. Mon souhait, nous voudrions d'abord suivre les discours de notre président, Vital Kamerhe, que nous saluons à ça. Nous devons donc suivre ce discours, s'il va axer ce discours sur quel point, mais moi je pense que nous allons mettre les budgets conséquents entre les mains de notre gouvernement, mais nous allons aussi demander à tous les députés nationaux qui nous sommes de mettre à l'écart toutes les blagues nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, notre population est en train de souffrir. Nous sommes également la base de cette souffrance. Parce qu'il y a des liens, il y a des collaborations avec les membres du gouvernement. On doit applaudir là où il ne faut pas applaudir. Rien n'avance dans notre pays. Je pèse bien mes mots. Rien n'avance. Votre nom et votre Je suis honorable Andrito Alendo Etienne, élu de Farage. Nous sommes dans la province de Moutoué. Merci. Passé 3 mois dans votre fief électoral. Oh non, pardon. Si vous pouvez. Moi, contre jour. Ok, tourne comme ça. Mais tout ça là, hein? J'ai fait avec qui? Avec toi? Avec moi. Honorable, vous venez de passer 3 mois dans votre fief. Honorable Freddy, vous venez de passer 3 mois dans votre fief électoral dans la province de Mai-Ndombe. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons connaître l'état de la population qui vous a élu aujourd'hui, 3 mois après votre vacances? Les vacances parlementaires ont une logique. On regarde la marche administrative, politique, économique, culturelle dans les budgets pour permettre que la prise en charge, pour permettre que le gouvernement puisse prendre en charge ces problèmes de la population. Est-ce que le problème de naufrage a été réglé chez vous? Oui, je confirme et à cette occasion, je dis merci au président de la République, merci à la première ministre, merci au ministre Aziz Mounaf, notre collègue, qui a vraiment travaillé dans le sens de donner satisfaction aux sinistrés de Mouchi. Honorable, face à différentes poches d'insécurité qui se créent dans le pays, quelle action comptez-vous mener, puisque votre province est menacée face à l'insécurité? Quelle action comptez-vous mener pour essayer un peu de trouver une solution ou résoudre tant soit peu cette insécurité? Les actions à mener sont d'ordre parlementaire. Je pense que c'est une question d'intérêt, c'est une question nationale et tous les députés sont concernés. Je pense qu'il y aura un contrôle parlementaire sévère là-dessus. Merci beaucoup. Faire les discours, mais nous voulons seulement prendre l'état moral de votre population de Moamba sur le plan sécuritaire, social, l'eau et l'électricité par rapport à cette session qui est essentiellement budgétaire. Voilà, comme vous venez de le dire, la session est essentiellement budgétaire. Le budget, c'est un instrument de gouvernance pour l'État. Et c'est au travers de ce budget-là que nous devons répondre aux déshydratats de notre peuple. Et comme nous venons de nos vacances parlementaires, nous avons effectivement recueilli les différents problèmes qui se posent dans nos circonscriptions. Et nous allons faire en sorte que le budget reflète ou transmette fidèlement la volonté de ce peuple qui nous a envoyés. Vous revenez de parler des vacances parlementaires. Quelles sont les inquiétudes que vous avez recueillies auprès de la population réellement? La première inquiétude, c'est la question de l'insécurité. Il faut impérativement trouver une solution très rapide. Et après, toutes les autres questions liées à l'emploi, à la connexion des communes, à la connexion des quartiers. Et nous ferons en sorte que le budget reflète ce que... Merci beaucoup, honorable. Qu'est-ce que vous avez ramené dans votre jubilé, surtout en termes
des désidératas de la population? Oui, d'abord, comme vous savez très bien, je suis un élu de Walikale, un territoire qui est aujourd'hui dans une province agressée, la province du Nord Kivu. La priorité de mes électeurs, c'est d'abord la sécurité. Et nous ne sommes pas venus les réduire dans le cadre de vacances parlementaires, comme le recommande l'article 145 de notre règlement intérieur. Nous avons récolté les désiratats de la population et nous avons compris qu'il y a une urgence. L'urgence est aujourd'hui de pouvoir permettre aux civils volontaires aptes qui sont engagés dans la défense de la patrie et la protection de l'intégrité territoriale à pouvoir rejoindre les FARDC. C'est ainsi que nous sommes porteurs d'une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 011/012 du 11 août 2011 relative au fonctionnement et à l'organisation des FARDC. Donc désormais, après adoption par l'Assemblée nationale et promulgation de cette proposition de loi par les chefs de l'État, les soi-disant Wazalendo, comme ils m'appelaient Wazalendo, et les autres forces volontaires qui ont des connaissances sur les droits internationaux humanitaires et les droits humains vont rejoindre les FARDC. Nous les avons évalués aujourd'hui à plus de 112 000 hommes qui sont prêts aujourd'hui à rejoindre les FARDC. Et comme Walikale fait 23 500 km², exactement la superficie du Rwanda, Walikale est encore intact. À partir de Walikale, nous pouvons mettre en place de véritables brigades, pas ce que nous connaissons aujourd'hui, pour pouvoir reconquérir les espaces occupés. Nous avons aussi apporté une deuxième innovation, c'est que la loi qui existait jusque-là, que je viens de citer, ne donnait pas le pouvoir à l'Assemblée nationale de pouvoir contrôler l'administration militaire. Notre pouvoir ne s'est limité qu'au contrôle parlementaire de politique, donc du ministère de la Défense. Mais on a apporté une innovation compte tenu des impératifs du moment. L'Assemblée nationale et le Sénat pourraient aussi exercer son contrôle parlementaire sur la gestion de l'armée qui est une gestion calamitaire. Voilà les innovations que nous apportons aujourd'hui à l'Assemblée nationale et je crois que le président Vital Kamerhe sera très fier pendant sa législature d'avoir aujourd'hui requéqué, redonné, renforcé l'arsenal juridique pour que les FARDC soient réellement une armée républicaine au service de la nation. Je viens de là, donc je connais tous les problèmes qui se posent. C'est moi, sincèrement, à vous. Donc si vous voulez brièvement, c'est d'abord la route qui mène vers là. Le point kilométrique 600, le national numéro 1 jusqu'à vous. Ensuite, il y a les problèmes de finalisation des travaux de la centrale de Kakobola. Tout le système de Kakobola pour déjà l'électricité. Et enfin, beaucoup d'écoles sont en très mauvais état. Je crois que c'est ça les grands problèmes des populations. Et l'insécurité chez vous? Non, chez moi c'est calme, il n'y a pas de problème. Est-ce que les élèves, depuis la rentrée des classes, est-ce que depuis la rentrée des classes, les élèves étudient? Non, ils sont est-ce que vous n'avez pas connu la grogne des enseignants? Ils ne vont pas à l'école. Vous êtes député national. Aujourd'hui, il y a différentes entreprises qui sont impayées. Les agents manifestent ça et là. Nous sommes dans une session spécialement budgétaire. Qu'en dites-vous? Que pensez-vous? Quelles actions comptez-vous mener pour que ces actions ne soient plus répétées, des sit-ins pour les impayements? Quelle entreprise? Entreprise d'État ou bien entreprise? Les entreprises d'État. Différents agents de l'État ne sont pas payés, qui font des sit-ins à la primature et au ministère du budget. Ça veut dire qu'ils sont des dirigeants incompétents? Ils sont des gestionnaires incompétents? Donc au lieu d'aller faire les sit-ins, il faut chasser les gestionnaires. Qu'est-ce qui bloque il faut chasser les incompétents qui a à la tête. Qu'est-ce qui bloque les élections des sénateurs et de gouverneurs? Monsieur, une entreprise comme la SNEL peut avoir des impaiements. Une entreprise comme la Régie des eaux peut avoir des impaiements s'ils ont un bon gestionnaire parce qu'ils ont l'argent tous les jours. Ça c'est moi qui l'ai dit. Et si les autres là-bas ne peuvent pas produire de l'argent, ils sont là pour rien, ils ne peuvent pas être là, ils doivent partir. Nous pouvons faire la pression pour qu'ils partent. Mais s'il y a de la lanterne, les travailleurs ne peuvent les chasser. Mais vous attendez pas pour cette pression, vous attendez pas pour faire cette pression. Mais non, notre pression veut dire, nous demandons le départ de quelqu'un, le gouvernement doit l'appliquer. Si le gouvernement ne l'applique pas, ceux qui subissent peuvent chasser les dirigeants. Une entreprise comme Congo Airways va perdre sa licence parce qu'elle manque d'avions
Ben, c'est la même chose, ça veut dire qu'il y a des mauvais gestionnaires à la tête. Qu'est-ce qui bloque les élections du gouverneur et des sénateurs dans le Kwilu? En étant candidat. Moi j'ai appris que c'est l'argent et j'espère que ça va être débloqué bientôt. Vous êtes toujours candidat? Quelle question? Toujours. Merci. Dans votre fief électoral, nous sommes essentiellement dans une session budgétaire dont la rentrée est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut connaître les désidérata que vous avez obtenus auprès de vos électeurs pour pouvoir insérer dans cette session budgétaire? Vous savez, moi je viens de loin, je viens du Maniema profond. Pour y arriver chez moi, c'est tout un problème. Les routes sont dans un état très catastrophique. Et c'est toute la population qui estime qu'il faudrait que dans les budgets actuels, que le niveau national puisse changer au niveau des provinces. Sinon, ça sera catastrophique. Toutes les provinces ne sont pas les mêmes. Il y a des provinces où il y a les moyens, les provinces elles-mêmes peuvent faire quelque chose. Mais chez moi, au Maniema, il y a nécessité à ce que le gouvernement central puisse intervenir. C'est dans tous les secteurs, que ce soit sur les secteurs d'infrastructure ou de l'éducation, c'est complexe alors. Face à des poches d'insécurité qui surgissent ça et là, à l'est du pays, quelle action comptez-vous mener ou quelle initiative comptez-vous prendre pour essayer de trouver la solution? On a tout intérêt de renforcer le budget de sécurité de l'État, de la défense nationale. Sinon, on ne peut pas commencer à pleurer tous les jours. Il faut que la défense nationale, l'armée, ait des moyens suffisants pour faire face à ces insécurités. Vous êtes environnementaliste. Il y a cette maladie-là à base de singes. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à travers ce budget? Vous savez, chez nous, c'est la forêt. Hein? Et comme toute population qui vit dans ces coins-là, il y a toujours nécessité de manger la viande, des singes et tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, à cause de cette maladie-là, la mobilisation que nous devons faire, c'est d'interdire d'abord que la population ne mange pas de singes, surtout les viandes ou les animaux qui sont trouvés morts. C'est vraiment capital. À base de braconnage, ce sont des braconnages qui... Les braconnages, vous savez, dans notre tradition, c'est difficile d'empêcher une population qui vit de ça de ne pas chercher. Il y a une différence, les braconnages vraiment criminels existent, mais les braconnages où les chasseurs de gibier cherchent la viande boucanée, ce n'est pas facile de contrôler. Mais au jour d'aujourd'hui, par exemple, au Maniema, on a fermé la forêt, comme on dit là. Donc il y a une période d'observation. Je crois que dans un mois, 2 mois, on pourra ouvrir, mais avec un peu de contrôle. Merci beaucoup. Votre nom complet, honorable? C'est l'honorable Georges Bokoun. Okay. La première difficulté, c'est l'insécurité dans laquelle sont en train de vivre nos populations. Vous savez, le Nord Kivu maintenant vient de traverser 30 ans l'insécurité. Ça a trop duré. Il y a des ADF qui tuent nos populations. Les M23 sévissent dans nos territoires de Rutshuru, Lubero, Masisi. Ça a trop duré. Et cette difficulté, on peut dire que c'est lié au fait que notre armée jusque-là n'a pas été à mesure de faire ses preuves, de mettre fin en terme à tout ce qui se passe au Nord Kivu et en Ituri d'ailleurs. Alors, comme c'est la session budgétaire, nous, députés, nous devons nous rassurer de donner suffisamment de moyens à notre armée pour que cette situation que nos populations de l'Est traversent finisse finalement et que nous abordions le développement de notre pays. Merci beaucoup. La session elle est budgétaire, oui. Nous attendons du gouvernement, bien qu'on a déjà déposé ce substrat matériel, mais nous attendons du gouvernement qu'il fasse quelque chose d'abord par rapport au vécu quotidien des Congolais. C'est vrai que les pays ont guerre, oui, mais les gens doivent manger. Et donc, je crois que nous attendons que nos amis de la Chambre basse, dans l'Assemblée nationale, parce que c'est à eux de travailler, de faire une interrogation en première lecture de ce budget. Et puis, en deuxième lecture, nous allons intervenir pour qu'on essaie de voir un peu de social comme le panier de la ménagère. En dehors de ça, nous ne pouvons pas perdre de vue que nous avons la guerre aujourd'hui dans notre pays. Le pays est occupé par les bandits Kagame et ses collaborateurs. Il faudrait que le président insiste sur cet aspect des choses, que le gouvernement mette les moyens financiers conséquents pour renforcer nos forces de défense et de sécurité, afin de mettre hors d'état de nuit l'ennemi qui est en train d'agresser le pays, d'occuper une grande partie de notre pays. Le discours du président Sama.
Je parle du président Sam. Il a insisté, il a demandé à ce que le gouvernement mette les moyens conséquents. Parce que nous avons besoin de la sécurité. Honorable sénateur. Bienvenue ici, élu de la Monga. Ok, merci. Bougez pour... Ok. Pour le discours du président Sam, avez-vous un mot à placer par rapport à son discours, les rentrées de la session? C'est un discours incitatif. Il incite les sénateurs à mieux travailler. Et il incite toutes les institutions à mieux faire pour le développement de notre territoire. Il s'est exprimé sur tous les points. Et là, c'est génial par rapport à notre prestation. Et que ce sera un Sénat qui va réellement exécuter ses prestations sur le plan de... Vous venez dans votre base respective qui vous a élu. Quels sont les désidératas de la population que vous avez amenés pour le budget exercice 2025? Les désidératas de la population sont nombreux. Les défis sur les transports, les voies de communication, les défis sur l'alimentation. Il n'y a pas assez de production, il n'y a pas l'incitation à la production locale. Il y en a nombreux que les gens, au niveau de la population, au niveau de la base, il y a vraiment des souffrances acquises. Il serait mieux que le gouvernement s'y penche et nous, les parlementaires. Merci beaucoup. Votre nom complet? Mon nom complet, c'est Norbert Bangatarang élu sénateur élu du Bazoué. Retour pour la session budgétaire, quels sont les désidératas de la population que vous avez amenés pour cette session de septembre? Bon, d'abord, il faut commencer que nous, on a fait notre devoir. C'est qu'après avoir eu congédié au niveau du Parlement, on s'est directement dirigé à la base, là où on a passé 3 mois. Je pense que les désidératas sont en ordre, que nous allons présenter au CQD3. C'est bien parce que nous sommes revenus. Nous attendons l'ouverture solennelle et nous allons voir comment où déposer ces désidératas. Il y a plusieurs désidératas, mais quelles sont les priorités selon vous que les gouvernements peuvent y remédier pour tant soit peu soulager la misère de la population? Non, la priorité c'est sûr que ce sont des routes. Car il y a des bonnes routes. Cette population a une manœuvre de s'émouvoir facilement. Je pense que ça peut alléger leurs tâches. C'est sûr qu'il y a d'autres choses sur les plans infrastructurels, mais je pense que ce qui est prioritaire, ce sont les routes qui se sont délabrées tellement à un niveau très avancé. Mais nous pensons que le gouvernement peut y remédier directement parce que nous sommes déjà là. On aura une session essentiellement budgétaire. Quelle politique budgétaire pour la population? Donc, puisqu'il y a une certaine opinion qui estime que les institutions de la République se sont accaparées la part du lion au détriment de cette population. Est-ce qu'il y a évité cette fois-ci cet état de choses? Non, mais écoutez, est-ce qu'il faut commencer à commenter pour ce budget qui n'est pas encore là? On l'attend. Si on va remettre le budget entre nos mains, s'il y a à rectifier, on va le faire. Et s'il y a des choses que nous allons applaudir, on va applaudir. C'est qu'aujourd'hui, sincèrement, je ne pense pas que je peux vous dire que les institutions soient accaparées de quel pourcentage parce que le budget n'est pas encore là. Merci beaucoup, honorable Emmanuel. C'est moi qui vous remercie. Veuillez défendre l'espace du temps de l'audience. Un Angolais, il perd de mer.
Lazali, à ça là quelque chose. Moi j'arrive à choc. Oui, S'il te plaît. Je vous respecte beaucoup, maman. S'il te plaît, tu quel La session de septembre vient de commencer. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous dans cette session de septembre? Moi, je crois que le cadre général a été fixé par l'honorable président du Sénat, qui est parti de la base juridique à partir de la date du 15, aujourd'hui 16, étant donné que la rentrée est tombée, le 15 est tombé un dimanche. Sinon, ce qu'il faut attendre de moi, c'est d'une manière collective, nous allons bien entendu travailler sur la loi des finances, le budget, mais aussi sur le cadre général, le contrôle parlementaire, de manière à ce que la mise en œuvre des piliers qui sont fixés par le chef de l'État en faveur de la population puisse se réaliser de manière à rencontrer le quotidien de chacun. Honorable Dareuzi, vous avez passé 3 mois durant des vacances auprès de votre base électorale. Quels sont les desiderata de la population que vous avez ramenés pour le projet de budget 2025? Les desiderata sont nombreux. Il y a beaucoup de défis à relever. Du point de vue de l'administration territoriale, il y a un sérieux problème de la mécanisation des agents de l'État, du paiement des agents de l'État, de l'insuffisance des unités de la police, par exemple. Il faut équiper. Le président a fait mention de nombreux accidents au niveau des cours d'eau. Moi, je suis de la province de la Choco. Donc, à plein fleuve Congo ainsi que ses affluents, ses conflits. Donc, chaque jour, il y a des accidents, nous avons des accidents. Nous devons avoir la solution à ce niveau. Nous devons avoir la solution dans la manière dont la population devra accéder aux services sociaux de base. Le chef de l'État l'a repris dans ces piliers, les 6 piliers de son action. Il y a aussi le quotidien. Le quotidien, le pouvoir d'achat de la population. Il se pose avec acuité. Moi, je suis de la Choco, comme je l'ai dit, l'eau et l'électricité. Ça pose problème. Le seul barrage central hydroélectrique de la Choco, qui a déjà aujourd'hui plusieurs années, sans fonctionner. C'est un sérieux problème. Comment nous allons faire progresser l'urbanisation, plus que de la ville, ou l'industrialisation de l'économie, la diversification, comme le chef l'a dit, comment nous allons le faire sans l'énergie? Alors, ça pose problème. Il est vrai que tout n'est pas mauvais, mais il y a beaucoup d'efforts à faire. Et je pense que j'aurai la meilleure compréhension
et de l'ensemble du Sénat et de la hiérarchie au niveau de l'exécutif pour que les solutions soient trouvées. Merci beaucoup, honorable sénateur. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Vous avez suivi avec une attention soutenue le discours du président de la Chambre basse, l'honorable Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans son discours d'ouverture de la session de septembre? Merci beaucoup. Il a souhaité la bienvenue à son collègue de la Côte d'Ivoire, à son homologue, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Il a annoncé que la session, elle est budgétaire, mais elle sera parsemée d'un sévère contrôle parlementaire. Et puis bon, il a annoncé plus ou moins les projets de calendrier d'activité, parce que plusieurs initiatives et plusieurs autres actions seront menées dans le cadre de cette session parlementaire. Donc, en résumé, c'est ça. Et le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, lui, il est revenu sur les amitiés, sur les liens historiques qui lient la République démocratique du Congo et la République de Côte d'Ivoire. Et donc, il a exprimé toute l'amitié à la République démocratique du Congo et a noté que la paix en RDC est un grand vecteur pour le développement de l'Afrique. Et ça, c'est important. Merci beaucoup. Merci. Ce que vous devez déjà noter, c'est un discours très équilibré. Nous avons été honorés lors de cette session par notre invité de marque, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Le discours du président Vital Kamerhe a ramassé la majeure partie des problématiques qui se posent dans le pays et qui demandent à ce que les députés nationaux que nous sommes, nous puissions jeter un regard particulier lors du traitement de la loi des finances 2025 qui a été déposée ce matin par la Première ministre. Par rapport à l'arrivée ou la présence du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que sa présence signifie par rapport aux relations diplomatiques entre les deux pays? Alors ça veut tout simplement dire que les relations diplomatiques entre les deux pays sont bon fixes. C'est-à-dire une relation de fraternité entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Et une collaboration franche dans la manière de gérer les questions parlementaires. Raison pour laquelle il a tenu honorer l'invitation que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, avait lancée à son honneur. Merci beaucoup, honorable. Moi, je vous remercie. Avec une attention particulière, le discours du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, sur cette rentrée parlementaire essentiellement budgétaire. Quelle est votre lecture par rapport à son discours? Là, c'est un discours que nous avons tous suivi avec une attention assez soudée. Et les points saillants de ce message concernent principalement le budget de l'État qui nous sera proposé d'ici là. Je pense que déjà, s'il vous plaît, la Première ministre venir nous déposer le projet de loi des finances, étant donné que cette session est essentiellement budgétaire. Non, on va couper. Donc dans cette séquence, un autre accent particulier sera lancé selon ce que le président dit sur la diversification de notre économie. Donc dans le budget qui sera déposé, il faudra que des mesures concrètes soient édictées pour faciliter la diversification de notre économie de manière à ce que nous ne puissions plus continuer à ne dépendre que des non-minéraux, mais que nous ayons plusieurs sources de financement de notre économie. Et dans le cadre de la diplomatie parlementaire, comment interprétez-vous la présence du président de l'Assemblée nationale ivoirienne? Déjà, nous encourageons cette nouvelle dynamique, cette nouvelle diplomatie parlementaire qui est en train d'être implémentée par le nouveau bureau. Donc nous sommes très contents aujourd'hui de voir les présidents de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire nous visiter. Ça témoigne déjà donc ce nouveau engouement
qui est en train de s'installer à travers une diplomatie parlementaire. Nous avons vu un premier invité, il y en aura d'autres, et c'est ce qu'on est en train de rechercher, vu que la RDC soit présente partout, et vu que la voix pour les questions qui concernent la RDC soit traitée, soit parlée, soit connue dans tous les salons du monde. C'est bien dur. Vous avez suivi avec une attention soutenue le discours du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, sur cette rentrée parlementaire essentiellement budgétaire. Quelle est votre lecture par rapport à son discours? Non, nous disons merci au président qui nous a encouragés à faire bien le travail. Nous savons très bien que un député national ou l'Assemblée nationale est là pour le contrôle et pour légiférer les lois. Mais à part ça, comme c'est une session budgétaire, c'est sûr que nous allons traiter le budget 2024-2025. On venait d'ailleurs de nous informer qu'on a déposé ça aujourd'hui par rapport au délai constitutionnel. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis content parce que le président a insisté plus sur le contrôle parlementaire que nous allons faire. Sans embâche, nous allons faire le contrôle sans sentiment parce que nous voulons que ce budget-là soit réaliste. Pas un budget fantôme, c'est un budget qui ne va pas être réalisé et ça dure que sans avoir un impact sur le plan social. Nous allons essayer de faire. Je pense que c'est un discours qui donne un peu de l'espoir, qui donne de l'espérance en même temps pour le peuple congolais et nous-mêmes. Il a insisté aussi sur la relation entre les terres parlementaires, c'est-à-dire qu'une diplomatie parlementaire agissante. Aujourd'hui, nous avons vu le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Ça témoigne parce qu'il en a insisté depuis le début de ce mandat. Merci beaucoup. Merci. Bon, aujourd'hui c'est la rentrée solennelle et c'est la session de septembre qui est essentiellement budgétaire. Je pense que nous devons vraiment voir pour la session budgétaire 2024-2025 où nous devons scruter vraiment à la ligne le budget qui vient d'être déposé ce matin par la Première ministre. Nous serons là pour scruter ces budgets-là et voir si ça va répondre aux attentes de la population parce que vous savez, nous venons de vacances parlementaires où nous allons récolter les déshydratats de la population et nous allons voir si ces budgets vont rencontrer le problème soulevé par nos souverains. Honorable, par rapport au discours du président de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe, concernant les relations diplomatiques entre la RDC et la Côte d'Ivoire, puisque le président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire était dans cette salle aujourd'hui, quelle est votre lecture par rapport aux relations entre les deux pays? Bon, je pense que la présence du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire prouve bien que les relations diplomatiques entre les deux pays frères sont volontaires. Voilà pourquoi il a accepté de venir participer à cette ouverture solennelle. Tel que je l'ai dit, nous sommes allés récolter les problèmes au niveau de la base. Nous avons de problèmes saillants auxquels nous devons trouver des solutions au plus vite possible. Tel que je l'ai dit, moi je suis élu de la ville de Kolwezi, province du Lualaba, qui est vraiment une province purement minière et qu'on s'est rendu compte que les exploitants artisanaux sont vraiment malmenés parce que toutes les concessions sont attribuées à des sociétés privées aux étrangers et les enfants du pays ne bénéficient pas de leurs minéraux par manque de zones d'exploitation artisanale. Pourtant, l'article 58 de notre Constitution dit que tout Congolais a droit de jouir de ses richesses
et d'une redistribution équitable. Mais on se rend compte que tous ces minéraux-là sont attribués aux étrangers au détriment des nationaux ou des exploitants artisanaux qui sont là-bas. Voilà pourquoi nous avons le devoir de voir le ministre national des Mines pour que cette question soit résolue. Parce qu'à l'inauguration du centre de négoce par le président de la République, il avait donné des recommandations fermes au ministre de Mines pour que les exploitants artisanaux puissent trouver des zones d'exploitation. Mais jusque-là, cette question n'a pas encore trouvé de réponse. Mais honorable, il y a une certaine